C'est le cri d'une femme, un cri qui vient des tripes, d'un cœur brisé, d'une âme humiliée, un cri qui raconte une histoire bien plus complexe qu'une simple séparation, une histoire d'amour de jeunesse, de sacrifice extrême, de confiance trahie et d'un effondrement si brutal qu'il laisse sans voix. Puis, avec une voix trop forte, une voix qui finit par se retourner contre elle, un cri qui n'est pas né d'un caprice, mais d'un effondrement, le son d'un monde fait d'amour, de confiance absolue, de plusieurs années de vie commune qui se brisent net, et de l'illusion qui s'évapore, laissant place à un vertige, puis à une colère froide, immense. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle, et en tant que femme, je suis profondément touchée par ce cri de détresse. Dans cette vidéo, je ne vais pas commenter une affaire ou des personnes. Je veux simplement décortiquer avec vous une dynamique, un engrenage psychologique où l'amour le plus total peut préparer, sans qu'on le voie venir, la chute la plus radicale. Mon intention est d'éclairer les dynamiques humaines à l'œuvre dans les ruptures extrêmes, celles qui laissent des cicatrices bien au-delà du tribunal. Je veux explorer avec vous aujourd'hui le choc psychologique de la dépossession identitaire après une rupture et comment la quête désespérée de reconnaissance peut parfois mener à l'autodestruction. Imaginez un premier amour, un mariage très jeune, la construction d'un empire et des preuves d'amour qui ressemblent à des chaînes. Signer des chèques énormes, quitter sa famille, vendre sa maison, abandonner sa carrière, tout donner jusqu'à son identité. Puis, un jour le sol se dérobe, divorce, remariage express, saisie, enfant manipulé, et elle se retrouve seule, complètement nue, avec juste au fond de la gorge ce cri. Ce cri, elle va le lancer sur les réseaux sociaux, dans ses lives. Elle cherchera du secours, de la reconnaissance, un peu de justice, d'humanité. Et c'est là que le piège souvent se referme, parce que ce cri de détresse, le monde peut l'entendre comme une attaque et le système peut le qualifier de diffamation. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment parfois la réaction la plus humaine du monde, crier quand on a mal, peut, dans un contexte d'emprise et de trauma, devenir l'étape qui aggrave tout. Comment une femme en état de choc peut, sans le vouloir, alimenter la machine qui va l'écraser. Cela fait écho à quelque chose que j'abordais récemment dans une vidéo intitulée « Le refuge interdit ». Cette recherche parfois désespérée d'un soutien masculin solide que tant de femmes ne trouvent pas et qui les laisse vulnérables face à l'effondrement. Quand ce refuge se transforme en piège, comme dans l'histoire que nous allons décortiquer, la chute n'en est que plus vertigineuse. Explorons donc cette frontière fragile entre la détresse et l'autodestruction, entre le besoin vital de témoigner et les pièges à éviter. Pas pour prendre parti, mais pour comprendre comment le cri légitime d'une femme en état de choc peut-il devenir l'arme qui l'enferme un peu plus. Il y a des histoires de couples qui défrayent la chronique par leur effondrement spectaculaire,
Et derrière les polémiques, il y a des mécanismes humains, des failles et des blessures qui méritent d'être écoutées avant qu'elles ne deviennent des cris dans le vide. C'est l'histoire d'un piège relationnel dans lequel une femme peut tout donner, son amour, sa carrière, son indépendance, jusqu'à sa signature au bas d'un chèque qui scelle son propre naufrage, et se retrouver, des années plus tard, seule, démunie, et même criminalisée pour avoir osé crier sa douleur. Comment en arrive-t-on là? Quand on se marie à 19 ans avec son premier amour, on ne construit pas juste une relation, on construit une identité à deux, mêlant amour, projet de vie et succès financier. L'autre devient plus qu'un partenaire, il devient la boussole, le sens, la raison d'être. Et dans cet amour total, les frontières du jeu disparaissent peu à peu. Ce n'est plus moi et toi, c'est nous, un nous qui peut tout demander, tout exiger, au nom de l'amour. Et ici, je pense à ce dont je parlais dans ma vidéo « Le refuge interdit », ce besoin profond presque archétypal de trouver en l'homme un port sûr, un soutien inconditionnel. Ce n'est pas un crime, c'est un besoin naturel chez la femme, un besoin légitime de sécurité, de protection, de cette solidité qui permet de s'abandonner sans craindre la chute. Le problème n'est pas ce besoin. Le problème, c'est quand ce besoin rencontre une personne qui, au lieu d'être un refuge, va se révéler être un piège. C'est là que les choses deviennent dangereuses. Signe ce chèque, c'est la preuve que tu me fais confiance. Quitte ton travail, on sera plus fort ensemble. Éloigne-toi de ta famille. Chaque sacrifice est présenté comme un test d'amour. Et chaque test réussi rapproche un peu plus du précipice. La personne ne voit pas qu'elle est en train de perdre son autonomie financière, perdre son réseau de soutien, perdre son identité professionnelle, perdre son estime de soi. Elle croit construire un amour plus fort. En réalité, elle construit sa propre cage. Quand la famille est loin, les amis partis, la carrière abandonnée, il ne reste plus que lui. Il devient son seul point de référence, son seul miroir, son seul univers. Et quand on n'a plus que les yeux d'une seule personne pour se voir, on finit par ne plus se reconnaître du tout. Et puis un jour, sans prévenir, le monde vacille. Le divorce arrive comme un coup près. Le remariage immédiat est une gifle. Les saisies sont un effacement. La manipulation des enfants une torture. Voir l'autre reconstruire immédiatement une vie normale ou prospère amplifie le sentiment d'avoir été effacé, nié. La blessure n'est plus seulement sentimentale, elle devient existentielle. En quelques semaines, tout s'écroule. Le statut, la sécurité, la famille, l'identité. Et à ce moment précis, se produit ce que j'appelle le double abandon. D'abord l'abandon par celui qui était censé être son refuge, ensuite l'abandon plus large, elle réalise qu'autour d'elle, ce soutien masculin solide et protecteur qu'elle espérait trouver, elle ne le trouve pas. Les hommes de son entourage se taisent, détournent le regard, ou pire, prennent le parti de son ex-conjoint. Les institutions sont impersonnelles. Elles se retrouvent dans un vide absolu. C'est cette absence totale de filet de sécurité qui rend le cri si désespéré. La psychologie a un nom pour ça. Le choc post-traumatique relationnel. La personne ne reconnaît plus son ancien partenaire devenu un étranger hostile,
sa propre vie disparue du jour au lendemain, elle-même, qui est-elle sans tout ça? Son cerveau est en état d'alerte maximale. Elle oscille entre l'incrédulité, ce n'est pas possible, la colère, comment il a osé, et la panique, qu'est-ce que je vais devenir? Dans ce chaos, son esprit cherche désespérément à comprendre, à donner du sens à l'insensé. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Est-ce que tout était faux? Et surtout, comment faire reconnaître cette injustice? Quand toutes les portes semblent fermées, la justice trop lente, l'ex-partenaire sourd, l'entourage absent, il reste une fenêtre. Les réseaux sociaux. Le live n'est pas une stratégie médiatique, c'est un réflexe de survie. C'est l'équivalent psychologique de crier « au secours » dans une rue déserte. Elle appuie sur live. Le cœur battant, l'espoir au bord des lèvres, les larmes aux yeux. Elle croit ouvrir une fenêtre vers la solidarité humaine. Elle croit parler à des êtres humains, à des cœurs qui vont comprendre, compatir, soutenir. Mais elle ignore une loi cruelle d'Internet. On y rencontre plus de jugements, de critiques et d'hostilité que d'empathie véritable et de bienveillance. Les gens scrollent, jugent en 3 secondes, commentent sans connaître la moitié de l'histoire, projettent leurs propres blessures, cherchent un coupable, pas une victime. Son cri de détresse, au lieu d'être entendu comme un appel à l'aide, va être consommé comme du contenu, analysé comme une performance, décortiqué comme une stratégie. Elle cherche une main tendue et elle trouve des doigts pointés. C'est ça la tragédie des temps modernes. Les algorithmes amplifient la polémique, pas la compassion. Les anonymes se sentent autorisés à lancer des pierres depuis l'ombre, et ceux qui pourraient comprendre souvent se taisent par peur d'être associés au scandale. Elles cherchent de la validation. Mon expérience est réelle, je ne suis pas folle. Du soutien, je ne suis pas seule dans cette épreuve. De la justice, que le monde sache ce qu'il m'a fait. Mais ce qu'elle trouve souvent, c'est du cynisme. Elle exagère, elle veut de l'argent, de la méfiance. Pourquoi parle-t-elle maintenant? Du jugement moral, elle aurait dû partir plus tôt. Le malentendu tragique. Mais voilà le drame, ce qui pour elle est un témoignage de détresse peut être entendu comme une accusation publique. Ce qui pour elle est une description de son vécu peut être juridiquement qualifié de diffamation. Elle parle le langage de l'émotion, de la blessure et du ressenti. Le système judiciaire comprend le langage des preuves, des faits, des procédures. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve prise dans l'engrenage. C'est la double peine. Première peine, victime d'une dynamique relationnelle destructrice. Deuxième peine, punie pour avoir exprimé sa souffrance. La prison devient alors le symbole ultime de son impuissance. Non seulement on ne l'a pas entendue, mais on la sanctionne pour avoir crié. Une femme en état de choc post-traumatique n'est pas un être rationnel qui calcule ses mots et ses actions. C'est un être émotionnel qui expulse sa douleur. Son cri n'est pas une stratégie judiciaire, c'est un symptôme de ce qu'elle a vécu. Et juger ce cri avec la même rigueur froide qu'on jugerait les actes calculés d'un homme d'affaires, c'est méconnaître la nature même du trauma féminin. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite à respecter. Cela veut dire que l'état émotionnel post-traumatique devrait être une circonstance atténuante systématiquement prise en compte. On devrait se demander,
Cette femme agit-elle par malignité ou par désespoir? Cherche-t-elle à nuire ou simplement à survivre psychologiquement? On devrait pouvoir distinguer la préméditation de la réaction sous trauma. Pour les femmes qui se reconnaissent dans cette dynamique, si vous vivez quelque chose qui ressemble à ça, même en moins extrême, retenez ceci. Votre douleur est légitime, mais son expression doit être protégée. Votre parole est précieuse, mais elle doit être stratégique. Avant de crier publiquement, consultez un avocat spécialisé. Demandez-lui quels sont mes droits, quels sont les risques si je parle, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas. Trouvez un thérapeute, un espace neutre où votre souffrance peut s'exprimer sans danger. Reconstruisez un réseau de confiance, une amie sûre, une association, un groupe de parole. Documentez tout, date, échange, preuve, dans un carnet sécurisé. Transformez le cri en force. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de crier plus fort, c'est de comprendre les mécanismes qui vous ont piégé. Reprendre possession de votre récit, choisir le moment, le lieu et la forme de votre parole. Pour l'entourage et les témoins, quand vous entendez un cri comme celui-là, ne jugez pas trop vite. Cherchez à comprendre la dynamique sous-jacente. Proposez un soutien concret. Je t'écoute, je t'accompagne chez un professionnel. Je suis là. Notre besoin en tant que société est de repenser ce que signifie un soutien masculin sain. Il ne s'agit pas de sauver la femme en détresse comme un chevalier blanc. Il s'agit d'écouter sans juger, de soutenir sans s'approprier son histoire, d'orienter vers des ressources professionnelles, de témoigner une solidarité humaine qui ne soit ni paternaliste ni indifférente. Parce que quand une femme crie, ce n'est pas un refuge au sens traditionnel dont elle a besoin. C'est d'être entendue, crue et accompagnée vers ses propres ressources. Le cri d'une femme n'est jamais anodin. Il parle d'une blessure, d'une injustice, d'un effondrement. Mais dans un monde où tout peut être utilisé contre nous, même notre propre douleur, nous devons apprendre à transformer ce cri, à le faire passer du registre de la réaction impulsive à celui de la parole consciente, du « je crie ma détresse » au « je raconte mon histoire avec protection et intention ». La reconstruction ne commence pas quand les problèmes sont résolus. Elle commence quand on trouve une voix assez forte pour dire sa vérité et assez sage pour ne pas se faire détruire par elle. Cette histoire nous ramène à une question fondamentale. Comment construire des solidarités qui protègent sans étouffer? Comment être les uns pour les autres un refuge qui n'est pas interdit, mais qui n'est pas non plus une prison? Un espace où une femme en détresse peut trouver un écho à sa parole, un soutien pour se relever, mais jamais quelqu'un qui parle à sa place. Parce que le vrai refuge, ce n'est pas celui qui enferme, c'est celui qui permet de reprendre son souffle avant de reprendre sa route. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la à une femme qui pourrait en avoir besoin. Parce que parfois, le premier pas pour éviter de tomber dans le piège, c'est de le voir venir. Et le premier pas pour s'en sortir, c'est de comprendre qu'on n'est pas seul. Prenez soin de vous, de votre cœur et de votre parole.